Jeudi spécial, il l'est véritablement. Nous recevons sur le plateau aujourd'hui quelqu'un dont la seule présence donne un relief particulier à ce programme, compte tenu de sa trajectoire personnelle et puis du contexte qui prévaut actuellement sur le sol camerounais. Alors, très rapidement, il a été le tout premier rédacteur en chef de la chaîne publique nationale, la CRTV. À l'époque, ça s'appelait la CTV. Puis, pour des raisons qu'il va nous rappeler, nous élucider tout à l'heure, il a entamé une longue pérégrination internationale qui l'a conduit d'abord à la Banque mondiale, à CNN, le mastodonte que l'on connaît américain, puis la Fondation Mo Ibrahim, pour se retrouver actuellement à African Media Initiative, qui est logé, à moins que je sois mal renseigné, au Kenya. Vous l'avez certainement imaginé pour certains d'entre vous, c'est un personnage emblématique de la presse camerounaise et un personnage emblématique tout court au Cameroun. Bonsoir ou bonjour, monsieur Eric Tchindji. Bonsoir, Carla. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Non, merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et vous vous sentez bien? Très, très bien. Ben, ça se voit. Alors, surtout que derrière vous, je vois mes amis, hein, tous mes amis de Vox. Eh ben, vous me le rappeliez tout à l'heure. Alors, vous êtes bien l'homme à qui le président camerounais avait dit il suffit d'un seul coup de tête et vous n'êtes plus là. Oui. Alors, très brièvement, pour ceux qui n'ont pas vécu ça et qui en ont juste entendu parler, il s'agissait de quoi concrètement? Enfin, c'est une façon de parler. Le chef de l'État n'a pas voulu que... Enfin, vous savez, chacun a compris ça à sa manière. Il voulait faire un point, il voulait insister sur quelque chose, parlant d'un de ses ministres qui avait pris une initiative sans l'informer. Donc, il se posait donc la question, comment il a pu le faire, sachant que lui, chef d'État, avec un coup de tête, aurait pu le débarquer de là où il était. Ça ne s'adressait aucunement à vous? Pas forcément, mais c'était pour faire passer ce message. Bon, il était de toute façon, puissant. Vous émettez bien une petite réserve. Hein. Dans l'opinion camerounaise à l'époque, beaucoup avaient lu une petite intimidation. Intimidation pour intimidation, vous savez qu'actuellement, le Cameroun est traversé depuis novembre 2016 par une crise dont on a de cesse de parler, qui s'exacerbe même de semaine en semaine, de mois en mois. J'ai d'abord envie de vous demander, vous qui êtes donc justement issu de cette zone-là, la zone anglophone, vous êtes d'expression anglaise, comme on dit, comment vous vivez ça justement? Enfin, vous savez, je suis arrivé au pays avec ce problème, c'était sur toutes les lèvres et dans tous les médias sociaux et tout. Évidemment, en tant que... Vous savez, je suis un anglophone, c'est ce qu'on dit, c'est un problème anglophone. Je crois, au fond de moi, qu'on parle en fait d'un problème camerounais. Je ne vois pas d'anglophones dans ce pays, francophones dans ce pays, je vois des Camerounais. Donc déjà, dès le départ, il y a ce problème. De qualification du problème. Absolument. Donc qu'on sache que c'est une grande question qui se pose. Comment arriver à trouver ce Cameroun où nous sommes tous fiers de l'être, tous fiers enfin, tous avec l'envie de faire avancer ce pays. Il n'y a aucun Camerounais qui aime plus ce pays que l'autre. Moi, je suis fier d'être Camerounais. Je suis convaincu que vous êtes aussi fiers de l'être. Absolument. J'aimerais que mon pays soit le meilleur au monde, dans lequel je me sens à l'aise, et je suis sûr que c'est la même chose qui vous préoccupe et tous ceux qui se disent Camerounais. Justement, là donc en fait, quand il y a un problème comme ça, et j'entends qui divise plus ou moins le pays, avec ceux qui veulent voir absolument un problème anglophone, qui est réel. Mais c'est cette dénomination qui me dérange. Parce que c'est un problème qui nous touche tous. Alors justement, dans le cadre de notre entretien, nous parlerons d'un problème national, à la vérité. Absolument. Et justement, il s'agit de quoi concrètement? Plusieurs choses. Moi, je crois d'abord que c'est un problème d'éloignement
que certains ressentent par rapport au pouvoir. C'est d'abord ça. Ces personnes, ces vieux qui sont partis après 30 ans, 40 ans dans l'administration publique, qui prennent leur retraite et qui sont à Kambé, par exemple. Kambé, c'est assez loin de Yaoundé, mais qui meurent même sans avoir touché les frais ou les... Comment on dit? Les fruits de la croissance? Non, pas de la croissance, mais de leur retraite, la pension. N'est-ce pas? Qui, au bout après 10 ans, 20 ans, n'ont pas réussi à toucher cela. Parce que, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas arriver à Yaoundé et s'exprimer en français. Et même pour arriver à Yaoundé, c'est tout un défi pour eux. C'est des gens qui ont vécu en Kambé depuis leur naissance. Alors, imaginez-vous ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et c'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui ont des problèmes quotidiens. Alors, et le seul problème pour eux, c'est je ne peux pas aller à Yaoundé, je ne peux pas parler français. Bon, de toute façon, quand il y a beaucoup comme ça, ça devient un véritable problème. Une somme de frustration. Ce n'est pas le seul problème camerounais. Alors, le déclenchement de la crise en cours est parti concrètement d'une marche d'avocats, d'abord des avocats, réprimés, puis ça s'est métastasé en quelque sorte. Il y a eu des syndicats d'enseignants, et puis ça a pris toute une autre proportion. Il y a un consortium qui est né. Alors, est-ce qu'il y a véritablement, vraiment au-delà de toutes ces récriminations corporatistes, on a vraiment le sentiment qu'il y a un bloc, vous savez, de ces deux régions-là? C'est parce que ça a touché le fond du problème. Les gens, finalement, ont trouvé une manière, enfin c'était pour eux, n'est-ce pas, un moyen de en fait, c'était juste un prétexte. Ça reste un prétexte. C'est-à-dire les revendications corporatistes étaient un prétexte pour exprimer un autre problème, le problème est là, et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, l'unité de ce pays restera toujours fragile. Alors, parce que il faut, c'est important, c'est nécessaire. Vous croyez que moi, Eric Chindje, je n'ai pas besoin du Cameroun pour vivre. Je suis à l'extérieur du pays, mais j'aimerais bien rentrer ici et me sentir à l'aise dans ce pays. Mais si j'arrive ici et la presque totalité de ceux que je rencontre me disent comment ils ne sont plus à l'aise, ils ne se ressentent plus camerounais à part entière. Vous voulez que moi, je sois à l'aise, moi? Alors, vous dites il faut résoudre un problème. Oui. Et il y a une solution visiblement toute faite qui est proposée, c'est celle de la partition du Cameroun. On parle de fédéralisme. Vous partagez cette solution-là? Parce que, vous savez, nous pouvons... Enfin, moi, je privilège, n'est-ce pas, le dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il y a des gens... Ça fait une 50aine d'années que j'entends parler du port de Limbe. Il y a 3 projets que les gens du Cameroun occidental de l'époque ont toujours voulu avoir. 3. Il y a le port de Limbe, il y a la route entre Kumba et Manfé, pour des raisons bien précises, et il y a la Ring Road dans le nord-ouest. Dès le premier jour de l'indépendance, c'est les 3 projets dont tout le monde attendait. Ça fait 50 ans. Impossible d'aller de Manfé à Kumba. Le port de Limbe n'existe pas. La Ring Road n'existe pas. Quoi qu'on dise, gouvernement sur gouvernement, les promesses sur promesses, ça n'a jamais été réalisé. Ça, c'est des grands projets. Absolument. Mais des projets assez simples. Mais sur la solution, alors, partant de là... qui est formulée, celle du fédéralisme, justement... Enfin, je vais y arriver. Oui. Donc, partant de ces problèmes que l'État aurait pu régler depuis, toutes les promesses
chaque année, surtout chaque élection, c'est une promesse. C'est vrai qui que n'a jamais été réalisée. d'autres Camerounais, d'autres régions du Cameroun pourraient vous opposer exactement c'est pour cela les mêmes récriminations. C'est pour ça que je vous parle du problème Du nord, camerounais. à l'ouest, au centre, au sud. C'est pour cela que je vous parle du problème camerounais. Mais quand, en plus de tous ces problèmes, il y a ce problème de langue, en plus de tous ces problèmes, les gens se sentent, et c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois cette semaine, se sentent marginalisés. Justement, quels sont les contours de cette marginalisation? Pour que ceux qui nous regardent de loin comprennent très bien. Moi, j'ai été rédacteur en chef de la télévision. Chaque fois qu'il fallait nommer un directeur de l'information dans cette télévision où j'étais, personne n'osait penser à un anglophone directeur de télévision. Je savais. C'est la politique de l'équilibre régional, finalement. Non, enfin, c'était donc pas beaucoup ça. se plaignent, pas seulement Il aurait pu passer directeur de l'information. Mais c'était impossible parce qu'il était anglophone. Déjà, en tant que rédacteur en chef, les gens me contestaient parce que j'étais anglophone. Et j'avais la chance même d'être accepté. Enfin, d'être accepté comme rédacteur en chef. Ce n'était pas évident. Imaginez combien d'anglophones sont venus dans ce pays et sont chercher leur vie ailleurs parce qu'ils sont anglophones. Pas parce que cette marginalisation, elle est professionnelle, elle est politique, comme elle est vous voulez. économique. Économique surtout. Je suis venu ici avec un journal qui donne des chiffres, qui analyse le budget pour cette année. Partant de là, d'investissement. Partant de là, vous voyez, n'est-ce pas, c'est simple d'imaginer que si dans 30 ans, ou 30, 40 ans, 50 ans, c'était cette tendance. Oui, mais sauf que les deux régions dites anglophones ne sont pas les seules à souffrir de la défaveur de cette répartition inéquitable. Une fois de plus, je vous dis, c'est un problème camerounais. Justement, et je voudrais donc vous entendre sur la question de la solution du fédéralisme. Vous la trouvez judicieuse? Vous savez, ça peut être... Ah oui, absolument. Mais fédéralisme... Donc vous approuvez la solution fédérale? Le mot a pris d'autres contours depuis quelques semaines. Il y a d'autres qui pensent nous cherchons plutôt une bonne décentralisation. En fait, je veux savoir de quel côté vous penchez. C'est ce que moi je souhaite. Si on appliquait la Constitution de 96, on n'aurait pas eu ce problème. C'est clair. Et tant qu'on ne le fait pas... Donc les téléspectateurs peuvent retenir que vous proposez... Moi, je veux le fédéralisme, décentralisation, abouti. Appelez ça comme vous voulez, mais j'aimerais qu'on ramène le pouvoir vers le peuple. En restant camerounais. En restant camerounais, évidemment. Moi, je ne peux jamais, et je dis jamais, ça veut dire que le Cameroun m'appartient. Vous réfutez la thèse sécessionniste. Absolument, absolument. Et que les gens le sachent. Moi, je suis aussi camerounais que M. Paul Biya. Et vous voulez bien le demeurer. Donc, oui, absolument. Alors, et fier de l'être. Donc, qu'on ne joue pas sur ces mots-là. Il y a très peu de Camerounais qui cherchent la sécession. Mais le drame, c'est quoi? C'est que si ça continue, si la gabegie actuelle continue, si ceux qui sont en train de jouer autour du président de la République en disant non, il faut mater, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de pousser les gens vers l'extrême. Et cet extrême, aujourd'hui, c'est la sécession. Ne nous amusons pas. C'est la réalité. Si les gens ne trouvent pas leur compte dans ce système, ils vont chercher ça ailleurs. Et j'espère que mes frères et sœurs camerounais vont comprendre cela. Alors, parlons justement des réactions vis-à-vis de ce problème. Vous avez parlé des solutions qui radicalisent tout à l'heure, on va sortir par là. Le rédacteur en chef de la CRTV, de la CTV que vous avez été, comment analysez-vous le traitement de cette crise par les médias justement, notamment le média pour lequel vous avez servi dans votre jeunesse? Croyez-moi, je salue les efforts de mes confrères. J'ai suivi à la télévision et j'ai lu dans les journaux des écrits par des journalistes qui cherchent à comprendre le problème et donc proposer ou offrir au peuple camerounais, n'est-ce pas,
une connaissance qui leur permet de trouver les meilleures solutions. Donc je crois que les médias ont fait beaucoup d'efforts et continuent à le faire, et j'espère que ça va continuer. On ne peut pas, il faut dépassionner le débat, et je crois que beaucoup de journaux essaient de le faire, même quand les journalistes, on les voit très passionnés et tout, mais quand même, ils arrivent à donner de l'information qui va nous permettre de mieux comprendre le problème et donc chercher des meilleures solutions. Je crois qu'il faut continuer comme ça. Il y a quelques-uns qui trouvent que non, il faut aller fort, il faut mater, il faut taper, non. Il faut bien comprendre le problème. D'abord que tout le monde veut rester camerounais, parce qu'il n'y a pas plus camerounais que d'autres. Donc nous voulons tous rester camerounais. Évidemment, il y a des gens qui sont tellement déçus, pour des bonnes raisons, qui veulent s'extraire, n'est-ce pas, de cette situation. Un désespoir et de cause, en quelque sorte. Absolument. Donc, ils existent et ils vont continuer. Et tant que nous n'avons pas résolu ce problème, plus il y a un plus grand nombre, surtout des Camerounais, d'expression anglaise, qui ont des raisons, je dirais même, légales. En tout cas, légitimes. Et légitimes, pour chercher, n'est-ce pas, une sortie de cette situation qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, le mardi 17 janvier 2016, je peux me tromper d'un jour de plus ou de moins sur la date, 3 choses concomitantes ont été faites. Le ministre des Relations extérieures camerounais s'est adressé tout au long de la journée aux chancelleries étrangères. Le ministre de l'administration territoriale a pris un acte rendant ou déclarant nul et de nul effet le SINC et le consortium de la société civile anglophone. Au même moment, le ministre de la Communication faisait une sortie énergique où il disait les négociations sont closes. Il faisait état de ce que, au bout de plusieurs rounds de négociations, les préalables qui ont été posés par les négociants d'en face, à savoir le fédéralisme et la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées, étaient insusceptibles de faire progresser la négociation. Du coup, l'État allait sortir le muscle désormais, et puis l'État allait frapper. Il a même brandi la loi antiterroriste. Comment vous avez vécu ça? Très mal. Très mal, surtout parce que je connais beaucoup de gens qui sont dans ce gouvernement qui veulent trouver une solution, qui veulent voir un pays qui évolue vers plus d'unité, plus de cohérence, plus d'humanisme. Donc, j'ai dit au sein du gouvernement. Et moi, je crois que c'est le moment de continuer à parler. Les gens qui disent que, et beaucoup le disent, oui, nous avons tenté le dialogue et ça ne marche pas. Mais le dialogue, c'est du donnant-donnant. Le dialogue, c'est un échange, un partage, avec la volonté de donner un peu pour voir si l'autre va donner un peu. C'est ça le dialogue. Bon, mais quand lorsque l'une des parties pose des conditions préalables sine qua non, les avocats ont dit tant qu'on n'a pas libéré les nôtres qui ont été arrêtés ou ceux qui ont été arrêtés, on ne continue pas. Mais voyez tant aussi, qu'on n'a pas liquidé la question du fédéralisme et des prisonniers, on ne continue pas. Là, on fait comment? C'est des négociations. Et ceux qui partent, qui quittent Yaoundé avec des solutions préétablies et qui arrivent à Bamenda ou à Buea avec une solution déjà tout faite de Yaoundé et disent on ne peut pas bouger de ça. Vous appelez ça dialogue? Alors, c'est donc votre problème à ce moment-là, c'est la qualité des émissaires qu'on envoie négocier au nom de l'État, ou alors simplement parce qu'ils sont porteurs de solutions figées. Je suis un Camerounais bien situé au milieu des deux. Et je vois ce qui se passe. La réalité, c'est que ceux qui vont négocier n'ont pas le pouvoir de négocier. Et ceux qui sont de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé l'autre jour à Bamenda, ils se sont entendus sur presque tous les points. Sauf que ceux qui représentent les anglophones, ils se sont dit, ok, laissez-nous aller consulter les autres, présenter cet accord aux autres. Le MINCOM a dit qu'ils avaient demandé 30 minutes de concertation. Eux, ils disent qu'ils avaient demandé le temps d'aller consulter là-bas. Ils savent, parce que, très bien. En fait, vous savez, il y a aussi, moi je suis un communicateur, quand on vous envoie, on vous fait confiance.
Et arrivé, il y a des choses qui se modifient forcément parce que lors d'une négociation, il faut modifier. S'il y a des choses qui changent, hein, si vous revenez, donnez autre chose, il faut pouvoir l'expliquer. Si vous voulez avoir la confiance, parce que dans tout ça, c'est question de confiance. Si vous voulez avoir la confiance de ceux qui vous suivent, il faut leur expliquer. C'est ça le leadership. La reddition des comptes. Alors, vous dites, ceux qu'on envoie n'ont pas le pouvoir. Justement, on a écouté le MINCOM qui n'avait de cesse de dire, le président a dit, le Cameroun est un et indivisible. On est tous d'accord avec le président? Justement, à partir du moment où le président a dit, le Cameroun est un et indivisible, ben, ceux qui l'envoient s'arc-boutent sur cette position-là. Oui, mais cette position, mais écoutez, c'est pas ça qu'on négocie. Les gens de l'autre côté n'ont pas dit, écoutez, non, nous voulons absolument la sécession. C'est ce que le MINCOM a dit dans son adresse. Non, ils n'ont jamais dit ça. Il a dit qu'ils ont posé ça comme préalable. Préalable, non. Les gens n'ont pas compris. Je suis sûr qu'ils sont en train de mal interpréter ce qui a été dit. La SCNC a toujours représenté ceux qui exigent la sécession. Mais c'est pas, les gens, non, on n'a jamais entendu les gens dire « Ah, tant que la SCNC ne donne pas le mot d'ordre, on ne va pas, rien ne va changer ». Les gens ont toujours dit le consortium. Et le consortium n'a jamais demandé la sécession comme condition préalable, jamais. Encore que le MINAD l'a désormais annulé. Et sur la question de la violence exercée... Oui, annuler ne résout pas le problème. Donc, en fait, que ces ministres-là ne s'amusent pas, ça ne résout pas le problème. Nous voulons résoudre le problème parce que nous voulons aider ce pays à retrouver sa stabilité, son unité et le progrès. Okay. Donc, cherchons ce qui aide le Cameroun. Ce n'est pas de se placer en haut, je ne sais pas où, et dicter aux gens. Ça ne va pas marcher. Et sur la question des élèves, dit-on, qui ont été bastonnés, il y a des vidéos qui heurtent, qui circulent. Comment vous avez vécu ça? Ah, j'ai vécu ça très mal aussi. Je n'arrive pas à comprendre que l'armée camerounaise, que la brigade mixte d'intervention rapide, la BIR, que j'ai toujours respectée, mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient aux enfants... Mais ça, c'était avant. Mais là, il y a un problème. Il est dit que les manifestants qui ne veulent pas que l'école, ou qui ne voulaient pas que l'école reprenne, ont violenté les jeunes élèves qui partaient tranquillement à l'école. Vous savez, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le prétexte. Moi, j'ai travaillé pour l'annulation de tout le reste. Et puis, j'ai travaillé pour les chefs d'État. J'ai travaillé pour le chef d'État du Sud-Soudan. J'ai discuté, je me suis assis dans son salon avec lui en train de manger et de discuter. Une semaine après ça, la violence a commencé au Sud-Soudan. Et on n'arrive plus à trouver la solution. Pourquoi? Parce que j'étais avec le président quand les gens entraient, tel entrait, dit ceci, oui, il faut mater, il faut faire cela, l'autre entrait pour raconter l'inverse. Et le président, qui, en fin de compte, a pris, à mon avis, le meilleur chemin, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Dès le lendemain, quand il est arrivé au bureau, ce n'était plus le langage qu'on avait arrêté. Je suis en train de parler à la télévision de quelque chose qui s'est passé. Il était obligé parce que malheureusement pour ce pays-là, les gens qui insistaient sur la rigidité. Oui, la rigidité, si vous voulez. Ceux-là, c'est des gens qui avaient passé beaucoup d'années avec lui en brousse. Quand il combattait, n'est-ce pas, le pouvoir à Khartoum. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une décision que le président de la République doit prendre. Rester avec les faucons du régime ou rester avec les gens... Les modérés. Oui, les modérés qui cherchent, n'est-ce pas, le dialogue. Alors, et moi, je suis pour le dialogue. Je suis sûr que nous pouvons résoudre ce problème. On sortira par là. Pour vous, l'école doit-elle reprendre ou pas? Il faut absolument qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour que l'école reprenne. Il faut des conditions préalables à remplir pour que l'école reprenne. Mais absolument, vous ne croyez pas que... Ou alors l'école reprend sans condition. Non, il faut que l'école, il faut que ces enfants rentrent à l'école. Mais n'imaginez-vous pas que pour le combat qu'ils ont mené jusqu'ici, ils vont demain reprendre leur sac à dos
pour aller à l'école. Il faut absolument qu'on trouve, qu'on ait l'impression même que le pouvoir en place a compris et que ce pouvoir est prêt à aider les Camerounais à mieux se comprendre. Aujourd'hui, on ne se comprend pas, malheureusement. On est divisé inutilement et pourtant, nous voulons tous la même chose. Et c'est sur ce que vous venez de dire qu'on va s'arrêter. Nous voulons tous la même chose. Absolument. C'est la paix. J'espère, chers téléspectateurs, que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Je vous ai dit, nous recevions sur ce plateau aujourd'hui une personnalité emblématique du Cameroun. Juste pour rappel, il a été le tout premier rédacteur en chef de la CTV devenue CRTV. Il est allé à CNN, Banque mondiale, Mo Ibrahim. Il est aujourd'hui le CEO, comme on dit, de African Media Initiative, qui est logé au Kenya. Merci à vous, M. Eric Tchindje. Merci, Kamal, merci. C'était un grand plaisir. Et Je remercie tous mes amis de Vox. Merci beaucoup. Merci. Nous parlerons d'un problème national, à la vérité. Et justement, il s'agit de quoi concrètement? Plusieurs choses. Moi, je crois d'abord que c'est un problème d'éloignement que certains ressentent par rapport au pouvoir. C'est d'abord ça. Ces personnes, ces vieux qui sont partis après 30 ans, 40 ans dans l'administration publique, qui prennent leur retraite et qui sont à Kambé, par exemple. Kambé, c'est assez loin de Yaoundé. Mais qui meurent même sans avoir touché les frais ou les... Comment on dit? Les fruits de la croissance? Non, pas de la croissance, mais de leur retraite, la pension. N'est-ce pas? Qui, au bout après 10 ans, 20 ans, n'ont pas réussi à toucher cela. Parce que, d'un, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas arriver à Yaoundé et s'exprimer en français. Et même pour arriver à Yaoundé, c'est tout un défi pour eux. C'est des gens qui ont vécu en Kambé depuis leur naissance. Alors, imaginez-vous ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et c'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui ont des problèmes quotidiens. Alors, et le seul problème pour eux, c'est je ne peux pas aller à Yaoundé, je ne peux pas parler français. Bon, de toute façon, quand il y a beaucoup comme ça, ça devient un véritable problème. Une somme de frustration. C'est pas le seul problème camerounais. Alors, le déclenchement de la crise en cours est parti concrètement d'une marche d'avocats, d'abord des avocats, réprimés, puis ça s'est métastasé en quelque sorte. Il y a eu des syndicats d'enseignants, et puis ça a pris toute une autre proportion. Il y a un consortium qui est né. Alors, est-ce qu'il y a véritablement, vraiment au-delà de toutes ces récriminations corporatistes, on a vraiment le sentiment qu'il y a un bloc, vous savez, de ces deux régions-là? C'est parce que ça a touché le fond du problème. Les gens, finalement, ont trouvé une manière, enfin c'était pour eux, n'est-ce pas, un moyen de en fait, c'était juste un prétexte. Ça reste un prétexte. C'est-à-dire les revendications corporatistes étaient un prétexte pour exprimer un autre problème. Le problème est là, et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, l'unité de ce pays restera toujours fragile. Alors, parce que il faut, c'est important, c'est nécessaire. Pourquoi que moi, Eric Tchindje, je n'ai pas besoin du Cameroun pour vivre. Je suis à l'extérieur du pays, mais j'aimerais bien rentrer ici et me sentir à l'aise dans ce pays. Mais si j'arrive ici et la presque totalité de ceux que je rencontre me disent comment ils ne sont plus à l'aise, ils ne se ressentent plus Camerounais à part entière. Vous voulez que moi, je sois à l'aise, moi? Alors, vous dites il faut résoudre un problème. Oui. Et il y a une solution visiblement toute faite qui est proposée, c'est celle de la partition du Cameroun. On parle de fédéralisme. Vous partagez cette solution-là? Parce que, vous savez, nous pouvons... Enfin,
moi je privilège, n'est-ce pas, le dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il y a des gens, ça fait une cinquantaine d'années que j'entends parler du port de Limbe. Il y a 3 projets que les gens du Cameroun occidental de l'époque ont toujours voulu avoir. 3. Il y a le port de Limbe, il y a la route entre Kumba et Manfé, pour des raisons bien précises, hein, et il y a la Ring Road dans le nord-ouest. Dès le premier jour de l'indépendance, c'est les 3 projets dont tout le monde attendait. Ça fait 50 ans. Impossible d'aller de Manfé à Kumba. Le port de Limbe n'existe pas. La Ring Road, vous appelez ça dialogue? Alors, c'est donc votre problème à ce moment-là, c'est la qualité des émissaires qu'on envoie négocier au nom de l'État, ou alors simplement parce qu'ils sont porteurs de solutions figées. Je suis un Camerounais bien situé au milieu des deux. Et je vois ce qui se passe. La réalité, c'est que ceux qui vont négocier n'ont pas le pouvoir de négocier. Et ceux qui sont de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé l'autre jour à Bamenda, ils se sont entendus sur presque tous les points. Sauf que ceux qui représentent les anglophones, ils se sont dit, ok, laissez-nous aller consulter les autres. Présenter cet accord aux autres. Le MINCOM a dit qu'ils avaient demandé 30 minutes de concertation. Eux, ils disent qu'ils avaient demandé le temps d'aller consulter là-bas. Ils savent, parce que, en fait, vous savez, il y a aussi, moi je suis un communicateur, quand on vous envoie, on vous fait confiance. Et arrivé, il y a des choses qui se modifient forcément, parce que lors d'une négociation, il faut modifier. S'il y a des choses qui changent, hein, si vous revenez, donnez autre chose, il faut pouvoir l'expliquer. Si vous voulez avoir la confiance, parce que dans tout ça, c'est question de confiance. Si vous voulez avoir la confiance de ceux qui vous suivent, il faut leur expliquer. C'est ça le leadership. La reddition des comptes. Alors, vous dites, ceux qu'on envoie n'ont pas le pouvoir. Justement, on a écouté le MINCOM qui n'avait de cesse de dire, le président a dit, le Cameroun est un et indivisible. On est tous d'accord avec le président? Justement, à partir du moment où le président a dit, le Cameroun est un et indivisible, ben, ceux qui l'envoient s'arc-boutent sur cette position-là. Oui, mais cette position, mais écoutez, c'est pas ça qu'on négocie. Les gens de l'autre côté n'ont pas dit, écoutez, non, nous voulons absolument la sécession. C'est ce que le MINCOM a dit dans son adresse. Non, ils n'ont jamais dit ça. Il a dit qu'ils ont posé ça comme préalable. Préalable, non. Les gens n'ont pas compris. Je suis sûr qu'ils sont en train de mal interpréter ce qui a été dit. La SCNC a toujours représenté ceux qui exigent la sécession. Mais c'est pas, les gens, non, on n'a jamais entendu les gens dire « Ah, tant que la SCNC ne donne pas le mot d'ordre, on ne va pas, rien ne va changer ». Les gens ont toujours dit le consortium. Et le consortium n'a jamais demandé la sécession comme condition préalable, jamais. Encore que le MINAT l'a désormais annulé. Et sur la question de la violence exercée... Oui, annuler ne résout pas le problème. Donc, en fait, que ces ministres-là ne s'amusent pas, ça ne résout pas le problème. Nous voulons résoudre le problème parce que nous voulons aider ce pays à retrouver sa stabilité, son unité et le progrès. Okay. Donc, cherchons ce qui aide le Cameroun. Ce n'est pas de se placer en haut, je ne sais pas où, et dicter aux gens. Ça ne va pas marcher. Et sur la question des élèves, dit-on, qui ont été bastonnés, il y a des vidéos qui heurtent, qui circulent. Comment vous avez vécu ça? Ah, j'ai vécu ça très mal aussi. Je n'arrive pas à comprendre que l'armée camerounaise, que la brigade mixte d'intervention rapide, la BIR, que j'ai toujours respectée, mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient aux enfants... Mais ça, c'était avant. Mais là, il y a un problème. Il est dit que les manifestants qui ne veulent pas que l'école, ou qui ne voulaient pas que l'école reprenne, ont violenté les jeunes élèves qui partaient tranquillement à l'école. Vous savez, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le prétexte. Moi, j'ai travaillé pour l'annulation de tout le reste. Et puis, j'ai travaillé pour les chefs d'État. J'ai travaillé pour le chef d'État du Sud-Soudan. J'ai discuté, je me suis assis dans
son salon avec lui en train de manger et de discuter. Une semaine après ça, la violence a commencé au Sud-Soudan et on n'arrive plus à trouver la solution. Pourquoi? Parce que j'étais avec le président quand les gens entraient, tel entrait, il dit ceci, oui, il faut mater, il faut faire cela, l'autre entrait pour raconter l'inverse. Et le président, qui, en fin de compte, a pris, à mon avis, le meilleur chemin, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Dès le lendemain, quand il est arrivé au bureau, ce n'était plus le langage qu'on avait arrêté. Je suis en train de parler à la télévision de quelque chose qui n'existe pas. Quoi qu'on dise, gouvernement sur gouvernement, les promesses sur promesses, ça n'a jamais été réalisé. Ça, c'est des grands projets. Absolument. Mais des projets assez simples. Mais sur la solution, alors, partant de là, qui est formulée, celle du fédéralisme, justement. Enfin, je vais y arriver. Oui. Donc, partant de ces problèmes que l'État aurait pu régler depuis, toutes les promesses, chaque année, surtout chaque élection, c'est une promesse. C'est vrai que jamais été réalisée. D'autres Camerounais, d'autres régions du Cameroun pourraient vous opposer exactement les mêmes récriminations. C'est pour ça que je vous parle du problème du nord, camerounais. À l'ouest, au centre, au sud. C'est pour cela que je vous parle du problème camerounais. Mais quand, en plus de tous ces problèmes, il y a ce problème de langue, en plus de tous ces problèmes, les gens se sentent, et c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois cette semaine, se sentent marginalisés. Justement, quels sont les contours de cette marginalisation? Pour que ceux qui nous regardent de loin comprennent très bien. Moi, j'ai été rédacteur en chef de la télévision. Chaque fois qu'il fallait nommer un directeur de l'information dans cette télévision où j'étais, personne n'osait penser à un anglophone directeur de télévision. Je savais. C'est la politique de l'équilibre régional, finalement. Non, enfin, c'était donc, beaucoup se plaignent, pas seulement il aurait pu passer directeur de l'information. Mais c'était impossible parce qu'il était anglophone. Déjà, en tant que rédacteur en chef, les gens me contestaient parce que j'étais anglophone. Et j'avais la chance, même, d'être accepté. Enfin, d'être accepté comme rédacteur en chef. Ce n'était pas évident. Imaginez combien d'anglophones sont venus dans ce pays et sont chercher leur vie ailleurs parce qu'ils sont anglophones. Pas parce que cette marginalisation, elle est professionnelle, elle est politique, comme elle est vous économique. Économique surtout. Je suis venu ici avec un journal qui donne des chiffres, qui analyse le budget. Pour cette année. Partant de là, d'investissement. Partant de là, vous voyez, n'est-ce pas, c'est simple d'imaginer que si dans 30 ans, c'était ou 30, 40 ans, 50 ans, c'était cette tendance. Oui, mais sauf que les deux régions dites anglophones ne sont pas les seules à souffrir de la défaveur de cette répartition inéquitable. Une fois de plus, je vous dis, c'est un problème camerounais. Justement, et je voudrais donc vous entendre sur la question de la solution du fédéralisme. Vous la trouvez judicieuse? Vous savez, ça peut être... Ah oui, absolument. Mais fédéralisme... Donc vous approuvez la solution fédérale? Le mot a pris d'autres contours depuis quelques semaines. Il y a d'autres qui pensent nous cherchons plutôt une bonne décentralisation. En fait, je veux savoir de quel côté vous penchez. C'est ce que moi je souhaite. Si on appliquait la Constitution de 96, on n'aurait pas eu ce problème. C'est clair. Et tant qu'on ne le fait pas... Donc les téléspectateurs peuvent retenir que vous proposez... Moi, je veux le fédéralisme, décentralisation, abouti. Appelez ça comme vous voulez, mais j'aimerais qu'on ramène le pouvoir vers le peuple. En restant camerounais. En restant camerounais, évidemment. Moi, je ne peux jamais, et je dis jamais... Ça veut dire que le Cameroun m'appartient... Vous refutez la thèse sécessionniste. Absolument, absolument. Et que les gens le sachent. Moi, je suis aussi camerounais que M. Paul Biya. Et vous voulez bien le demeurer. Donc, oui, absolument. Alors, et fier de l'être. Donc, qu'on ne joue pas sur ces mots-là. Il y a très peu de Camerounais qui cherchent la sécession. Mais le drame, c'est quoi? C'est que si ça continue, si la gabégie actuelle continue, si ceux qui sont en train de jouer autour du président de la République en disant non, il faut mater,
tout ce qu'on est en train de faire, c'est de pousser les gens vers l'extrême. Et cet extrême, aujourd'hui, c'est la sécession. Ne nous amusons pas. C'est la réalité. Si les gens ne trouvent pas leur compte dans ce système, ils vont chercher ça ailleurs. Et j'espère que mes frères et sœurs camerounais vont comprendre cela. Alors, parlons justement. Jeudi spécial, il l'est véritablement. Nous recevons sur le plateau aujourd'hui quelqu'un dont la seule présence donne un relief particulier à ce programme, compte tenu de sa trajectoire personnelle et puis du contexte qui prévaut actuellement sur le sol camerounais. Alors, très rapidement, il a été le tout premier rédacteur en chef de la chaîne publique nationale, la CRTV. À l'époque, ça s'appelait la CTV. Puis, pour des raisons qu'il va nous rappeler, nous élucider tout à l'heure, il a entamé une longue pérégrination internationale qui l'a conduit d'abord à la Banque mondiale, à CNN, le mastodonte que l'on connaît américain, puis la Fondation Mo Ibrahim, pour se retrouver actuellement à African Media Initiative, qui est logé, à moins que je sois mal renseigné, au Kenya. Vous l'avez certainement imaginé pour certains d'entre vous, c'est un personnage emblématique de la presse camerounaise et un personnage emblématique tout court au Cameroun. Bonsoir ou bonjour, monsieur Eric Tchindji. Bonsoir, Carole. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Non, merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et vous vous sentez bien? Très, très bien. Ben, ça se voit. Alors, surtout que derrière vous, je vois mes amis, tous mes amis de Vox. Eh ben, vous me le rappeliez tout à l'heure. Alors, vous êtes bien l'homme à qui le président camerounais avait dit il suffit d'un seul coup de tête et vous n'êtes plus là. Oui. Alors, très brièvement, pour ceux qui n'ont pas vécu ça et qui en ont juste entendu parler, il s'agissait de quoi concrètement? Enfin, c'était une façon de parler. Le chef de l'État n'a pas voulu que... Enfin, vous savez, chacun a compris ça à sa manière. Il voulait faire un point, il voulait insister sur quelque chose, parlant d'un de ses ministres qui avait pris une initiative sans l'informer. Donc, il se posait donc la question, comment il a pu le faire, sachant que lui, chef d'État, avec un coup de tête, aurait pu le débarquer ça ne s'adressait aucunement à vous. Pas forcément, mais c'était pour faire passer ce message. Bon, il était de toute façon, vous émettez bien une petite réserve. Hein. Dans l'opinion camerounaise à l'époque, beaucoup avaient lu une petite intimidation. Intimidation pour intimidation, vous savez qu'actuellement, le Cameroun est traversé depuis novembre 2016 par une crise dont on a de cesse de parler, qui s'exacerbe même de semaine en semaine, de mois en mois. J'ai d'abord envie de vous demander, vous qui êtes donc justement issu de cette zone-là, la zone anglophone, vous êtes d'expression anglaise, comme on dit, comment vous vivez ça justement? Enfin, vous savez, je suis arrivé au pays avec ce problème, c'était sur toutes les lèvres et dans tous les médias sociaux et tout. Évidemment, en tant que... Vous savez, je suis un anglophone, c'est ce qu'on dit, c'est un problème anglophone. Je crois, au fond de moi, qu'on parle en fait d'un problème camerounais. Je ne vois pas d'anglophones dans ce pays, francophones dans ce pays, je vois des Camerounais. Donc déjà, dès le départ, il y a ce problème. De qualification du problème. Absolument. Donc qu'on sache que c'est une grande question qui se pose. Comment arriver à trouver ce Cameroun où nous sommes tous fiers de l'être, tous fiers enfin, tous avec l'envie de faire avancer ce pays. Il n'y a aucun Camerounais qui aime plus ce pays que l'autre. Moi, je suis fier d'être Camerounais. Je suis convaincu que vous êtes aussi fiers de l'être. Absolument. J'aimerais que mon pays soit le meilleur au monde, dans lequel je me sens à l'aise, et je suis sûr que c'est la même chose qui vous préoccupe et tous ceux qui se disent Camerounais. Justement, là donc en fait, quand il y a un problème comme ça, et j'entends qui divise plus ou moins le pays, avec ceux qui veulent voir absolument un problème anglophone qui est réel.
Mais c'est cette dénomination qui me dérange. Parce que c'est un problème qui nous touche tous. Alors justement, dans le cadre de notre entretien, des réactions vis-à-vis de ce problème. Vous avez parlé des solutions qui radicalisent tout à l'heure, on va sortir par là. Le rédacteur en chef de la CRTV, de la CTV, que vous avez été, comment analysez-vous le traitement de cette crise par les médias justement, notamment le média pour lequel vous avez servi dans votre jeunesse? Croyez-moi, je salue les efforts de mes confrères. J'ai suivi à la télévision et j'ai lu dans les journaux des écrits par des journalistes qui cherchent à comprendre le problème et donc proposer ou offrir au peuple camerounais, n'est-ce pas, une connaissance qui leur permet de trouver les meilleures solutions. Donc je crois que les médias ont fait beaucoup d'efforts et continuent à le faire et j'espère que ça va continuer. On ne peut pas, il faut dépassionner le débat et je crois que beaucoup de journaux essayent de le faire, même quand les journalistes, on les voit très passionnés et tout, mais quand même ils arrivent à donner de l'information qui va nous permettre de mieux comprendre le problème et donc chercher des meilleures solutions. Je crois qu'il faut continuer comme ça. Il y a quelques-uns qui trouvent que non, il faut aller fort, il faut mater, il faut taper, non. Il faut bien comprendre le problème. D'abord que tout le monde veut rester camerounais, parce qu'il n'y a pas plus camerounais que d'autres. Donc nous voulons tous rester camerounais. Évidemment, il y a des gens qui sont tellement déçus, pour des bonnes raisons, qui veulent s'extraire, n'est-ce pas, de cette situation. Un désespoir et de cause, en quelque sorte. Absolument. Donc, ils existent et ils vont continuer. Et tant que nous n'avons pas résolu ce problème, plus il y a un plus grand nombre, surtout des Camerounais, d'expression anglaise, qui ont des raisons, je dirais même, légales. En tout cas, légitimes. Et légitimes. Pour chercher, n'est-ce pas, une sortie de cette situation qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, le mardi 17 janvier 2016, je peux me tromper d'un jour de plus, du moins sur la date, 3 choses concomitantes ont été faites. Le ministre des Relations extérieures camerounais s'est adressé tout au long de la journée aux chancelleries étrangères. Le ministre de l'administration territoriale a pris un acte rendant ou déclarant nul et de nul effet le SINC, et le consortium de la société civile anglophone. Au même moment, le ministre de la Communication faisait une sortie énergique où il disait les négociations sont closes. Il faisait état de ce que, au bout de plusieurs rounds de négociations, les préalables qui ont été posés par les négociants d'en face, à savoir le fédéralisme et la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées, étaient insusceptibles de faire progresser la négociation. Du coup, l'État allait sortir le muscle désormais, et puis l'État allait frapper. Il a même brandi la loi antiterroriste. Comment vous avez vécu ça? Très mal. Très mal, surtout parce que je connais beaucoup de gens qui sont dans ce gouvernement qui veulent trouver une solution, qui veulent voir un pays qui évolue vers plus d'unité, plus de cohérence, plus d'humanisme. Donc, j'ai dit au sein du gouvernement. Et moi, je crois que c'est le moment de continuer à parler. Les gens qui disent que, et beaucoup le disent, oui, nous avons tenté le dialogue et ça ne marche pas. Mais le dialogue, c'est du donnant-donnant. Le dialogue, c'est un échange, un partage, avec la volonté de donner un peu pour voir si l'autre va donner un peu. C'est ça le dialogue. Bon, mais lorsque l'une des parties pose des conditions préalables sine qua non, les avocats ont dit, tant qu'on n'a pas libéré les nôtres qui ont été arrêtés ou ceux qui ont été arrêtés, on ne continue pas. Mais voyez tant aussi, qu'on n'a pas liquidé la question du fédéralisme et des prisonniers, on ne continue pas. Là, on fait comment? C'est des négociations. Et ceux qui partent, qui quittent Yaoundé avec des solutions préétablies et qui arrivent à Bamenda ou à Buea avec une solution déjà tout faite de Yaoundé et disent on ne peut pas bouger de ça.